Alors un tiers investisseur, que ce soit d'ailleurs dans la commande publique ou même pour développer des projets dans des industries privées, hein, d'abord ça sert à porter des risques. Et j'aurais presque tendance à dire que ça doit être la première condition. C'est-à-dire quand il y a un risque que le maître d'ouvrage ne sait pas bien appréhender, ne sait pas bien chiffrer, qu'il a envie de l'externaliser, avoir un tiers investisseur est une façon pour lui de le transférer. Alors tout ça, ça n'a de sens évidemment que si ce tiers investisseur et ses partenaires savent le gérer. Si le risque est facturé au prix de ce que coûterait un risque, ça ne sert à rien. Donc le premier intérêt, ça doit être celui-là, et la première analyse, ça doit être celle-là. Après, il y en a une deuxième qui est assez importante aussi, mais qui, à mon avis, ne doit pas être la première, qui est le fait de pouvoir déconsolider le financement d'un projet en le faisant porter par une structure extérieure. Alors, les outils en France ne le permettent pas souvent parce que de manière plutôt idéologique, je pense, la France considère que ces marchés de partenariat sont nécessairement consolidés. Il y a des raisons juridiques à ça, mais dans tous les pays européens, les autres pays européens, on constate qu'ils ne le sont pas. Puis la troisième, c'est que l'investisseur, il est aussi en capacité d'apporter sa compétence, notamment dans la gestion des marchés complexes, les marchés de conception-réalisation, les marchés de performance, et que dans des montages, notamment lorsque la personne publique est co-actionnaire, je pense au CEMOB, je pense au SEM, c'est parfaitement utile d'avoir un co-actionnaire avec soi qui est expérimenté et qui sait gérer ce genre de contrat. En France, il y a principalement deux contrats qui permettent de faire appel à un tiers investisseur. Vous avez le contrat de concession et le contrat de partenariat, ou ce qu'on appelait le PPP il y a encore quelques années. Alors la concession, elle se caractérise par rapport au contrat de partenariat par un transfert de risque global. Il y a les risques classiques, notamment en phase de développement et d'investissement liés à l'obtention des autorisations, à la conception, aux études, puis aux travaux, et puis surtout dans la durée à la performance du projet, à savoir à la fois sa maintenance et son exploitation. Mais il y a surtout, et c'est ce qui caractérise la concession, un risque sur les recettes. C'est finalement le concessionnaire qui prendra les risques non seulement sur les volumes de clients qui viendront utiliser son bien, c'est lui qui prendra donc tous les risques afférents à ce risque trafic, que ce soit les risques macroéconomiques, les risques fiscaux. Et donc c'est un portage assez important qui bien évidemment ne peut se justifier que s'il y a, là encore une fois, pour reprendre la notion de transfert de risque efficient, matière à transférer le risque. Un risque où il n'y aurait pas de maîtrise par le concessionnaire, on peut se poser la question si c'est pertinent finalement de le transférer. Puis l'autre contrat, c'est le contrat de partenariat ou le marché de partenariat, où là, ce sont uniquement les risques industriels qui sont portés, une partie des risques administratifs aussi, mais pas le risque commercial, pas le risque recette, ce qui veut dire qu'en fait, en échange de l'investissement et de la mise à disposition d'un bien, l'acteur privé qui développe l'opération recevra un loyer qui sera évidemment modulé si les critères de performance sont atteints ou ne le sont pas. Et puis après, là, on est resté sur des notions de contrat, on va dire monobloc. Vous avez un projet, vous avez un contrat. Je signale quand même une approche un peu originale qui a permis la transposition de la directive européenne sur la commande publique en 2016. C'est la possibilité de faire appel à des accords cadres pour des marchés de partenariat. Pourquoi je mentionne cette forme contractuelle? C'est parce qu'en fait, quand on développe un marché de partenariat, quand on développe une concession, c'est le cas aussi, ce sont des marchés qui sont quand même assez complexes, assez lourds à structurer. Il faut de la compétence juridique, il faut de la compétence financière. Ce sont des compétences qui, par définition, coûtent de l'argent. Et donc, quand on les fait sur un projet qui coûte 200, 300, 500 millions d'euros, l'amortissement est assez vite réalisé. Quand on est sur des opérations plus modestes, de 5, 10, 15 millions d'euros, c'est quand même beaucoup plus compliqué d'y arriver. L'accord cadre, il a comme mérite de pouvoir, sur un ensemble de projets, et donc un ensemble de marchés subséquents, amortir finalement, via une structure contractuelle unique, un ensemble d'investissements qui seront réalisés ultérieurement. Alors quand on est dans une opération publique, la mise en concurrence est bien entendu une étape obligatoire. Alors il y a plusieurs cas de figure. Le cas le plus fréquent, c'est que le tiers investisseur s'associe avec des partenaires industriels qui auront la charge de la conception, de la construction et de la maintenance pour répondre à l'appel d'offres. Alors c'est le cas le plus fréquent, c'est pas forcément indispensable. C'est indispensable uniquement lorsque le risque industriel peut éventuellement avoir un impact
sur l'origine du financement. Bon, je vous avoue qu'en près de 30 ans d'expérience de maîtrise d'ouvrage, un cas comme ça n'est pas apparu très souvent. Et donc, il y a une autre façon de faire qui est de sélectionner finalement le tiers investisseur d'une manière distincte des autres acteurs du projet. Pourquoi finalement traiter le tiers investisseur différemment? Bah, pour une raison assez particulière, c'est que c'est certainement dans les acteurs qui composent un groupement, celui qui a le plus d'alignement d'intérêts avec la personne publique. Lui, son but, c'est que la conception soit idéale, que les travaux se passent bien, qu'ils soient réalisés dans les délais et que la performance soit au rendez-vous. Un cahier des charges tel que je viens de le résumer est quand même assez proche de celui du client. Donc, choisir le tiers investisseur peut se faire séparément. Ça peut se faire en amont de l'appel d'offres qui va permettre de choisir les concepteurs, les constructeurs et les mainteneurs. Le choisir en amont a un intérêt, c'est de pouvoir euh, s'appuyer sur lui dans les cahiers des charges techniques, industriels, et aussi dans l'appel d'offres et dans l'accompagnement de l'appel d'offres. Mais il peut aussi être choisi après que le groupement industriel a pu être retenu. C'est un peu plus compliqué puisque quelque part dans l'offre qui est attendue, il y a une logique de coût global. Donc avoir quelque part l'investisseur est quand même important dès les phases les plus amont possibles. Ben, un tiers investisseur performant doit d'abord pouvoir s'engager sur la durée, puisque le propre de son rôle, c'est de porter des risques qui doivent à la fois faire le lien entre le court terme, celui où on définit le projet, on définit sa conception, on l'étudie, puis on réalise les travaux, et puis le long terme, celui où on doit s'assurer de sa performance au bout de 20, 30, 40 ans, ce qui suppose à la fois de l'entretenir, de l'exploiter, mais également de faire les investissements lourds qu'il faut régulièrement programmer pour ce genre de projet. Donc un tiers investisseur doit avoir cette capacité à se projeter dans la durée. Si c'est un acteur qui est sur le très court terme, on peut toujours craindre que finalement il n'ait pas un intérêt dans la manière dont le projet sera réalisé in fine.